Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de la ville de Conakry en Guinée pour le débriefing. Nous sommes avec deux nouveaux invités, M. Mohamed Kamara, qui est juriste et analyste politique. Bienvenue. Bonsoir et merci de l'invitation. Et juste en face de vous, nous avons M. Moussa Moïse Silla, journaliste. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors tout de suite, on va tenter de réagir aux propos des invités qui étaient sur ce plateau. Monsieur Somparé, par exemple, qui déclarait qu'en matière de routes, puisqu'on a parlé des routes, on a parlé des logements, du tourisme, des infrastructures de tourisme, que 135 km de routes ont été construites chaque année en Guinée, qu'il y a eu 2680 km de routes réhabilitées depuis l'accession du président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême. Que dire de ce bilan? Comment jugez-vous ce bilan et les propos de M. Somparé? Plutôt les propos que de juger des bilans, oui, parce que les candidats qui sont en liste sont mieux placés pour défendre leur propre bilan. Mais je pense qu'il appartenait à l'Assemblée nationale de jouer véritablement son rôle que de contrôler l'action du gouvernement. Ça allait permettre de savoir est-ce que ce que l'opposition dit était vrai et ce que le pouvoir dit c'était vrai. Parce qu'à la limite, vous avez constaté quelque chose de très important au niveau du débat, c'est qu'il y a maintenant une sorte de construction du débat contradictoire. Oui. Mais au-delà, c'est que c'est le jeu à somme nulle qui a refait surface. On est dans un pays où le pouvoir se sent dans l'autosatisfaction, mais au grand complet, au point de penser que tout est rose. Et l'opposition, quant à elle, ne reconnaît pas d'acquis. Alors que les deux camps pouvaient faire preuve d'humilité. Au pouvoir de dire, par exemple, bon, on a réalisé beaucoup d'acquis, mais cependant, il y a des faiblesses qui sont là. Nous comptons ériger cela en défi. Nous voulons de la patience. Ça a le mérite d'être clair et sincère. À l'opposition, c'est ce que M. Somparé a fait sur ce plateau, en déclarant que certaines choses avaient été faites, mais que tout de même... Il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Non, mais c'est conjugué au futur. Je termine l'autre mouture de mon analyse. Oui. Tout est au futur pour dire, bon, on fera ceci, on fera cela. Bon, quand vous prenez l'opposition, par contre, elle n'a pas... ce qu'on appelle le courage de reconnaître les moindres acquis. Tout est brossé en noir pour dire que le bilan est catastrophique. Alors que la rhétorique pouvait permettre à l'opposition de dire « Mesdames et messieurs, nous reconnaissons sur l'honneur qu'il y a quelques acquis, mais cependant, il y a de grosses lacunes » et indiquer en quoi ce sont des grosses lacunes avec des approches de solutions déclinées sur un échéancier de mise en œuvre. Conséquence, c'est un pouvoir qui est très fort en politique, mais inexpérimentée en gestion administrative, et une opposition inexpérimentée en politique, mais compétente en gestion administrative. Ça fait que le manque à gagner de l'un est compensé par l'atout de l'autre. C'est extrêmement important. Maintenant, quand vous prenez la question des infrastructures, en 2010, il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de réalisations. Mais au niveau de la presse, et Moussa Moïse peut être justement parce qu'ils sont en train d'animer des émissions au niveau d'Espace FM pour faire des scoops. Il y a un certain nombre de scandales qui ont été, ça et là, dénoncés, qui ont éclabousé un certain nombre de personnes. Au niveau du secteur routier? Bien entendu, du secteur routier, pour dire que, voilà, même au niveau de l'arrivée d'un président de la République ici, au niveau de l'inauguration du barrage de Caleta, il y a eu un certain nombre d'entrepreneurs qui ont pris le soin sur eux de colmater les brèches, simplement par patriotisme. Mais ça ne devrait pas être le cas. Alors, quand vous prenez les députés qui sont au niveau de l'opposition, qui devraient, par exemple, demander au pouvoir présentez-nous l'état de la nation en application de l'article 50 de la Constitution. Ils préfèrent plutôt bouder l'Assemblée nationale en répondant aux injonctions de 3 leaders, violant manifestement l'article 70, parce qu'en Guinée, il n'y a pas de mandat impératif, il n'y a qu'un mandat représentatif. C'est la population qui a dit aux députés, allez nous représenter, allez contrôler l'action du gouvernement, quoi qu'il en coûte. Allez voter les textes de loi. Mais à la moindre peccadille, on boude l'Assemblée, ce n'est pas un bon signe en tant que tel. Finalement, les autres infrastructures, quand vous prenez la circulation au niveau de la ville de Conakry, les routes principales, les voiries, les transversales, et ça pose de réels problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une sorte d'évaluation en termes de retour d'expérience. Finalement, l'autosatisfaction fait que les gens se mettent dans une posture à se défendre simplement. Et le dernier élément que je voudrais ajouter, rien qu'au niveau des logements sociaux, prenez les règles urbanistiques. On va revenir à cela, on était pour l'instant sur les routes. D'ailleurs, M. Silla, on a posé la question aux invités sur le plateau de savoir si effectivement, comme le reconnaissait lui-même le ministre du Travail public, il y avait une sorte de déséquilibre au niveau de la répartition des budgets de construction des routes, parce que la Guinée forestière, la Haute-Guinée, qui sont les deux régions où on se concentre 55% du réseau routier guinéen, étaient les plus défavorisées. Elles étaient couvertes à hauteur de 6% pour les investissements dans les concessions de routes. Donc M. Ba et M. Bourono estimaient qu'effectivement il y a une mauvaise répartition
Vous avez l'impression que c'est effectivement le cas? Oui, pour les différentes régions, on veut parler des festivités tournantes de l'indépendance de notre pays. Chaque région a sa spécificité, sa grandeur, donc les budgets varient en fonction des différentes régions. Le budget qui a été alloué pour les festivités de la région de Zéro-Corée, ce n'est pas le même budget pour Cancan. C'est vrai que derrière tout cela, l'opposition y voit beaucoup plus des raisons électoralistes, mais il est important de revenir sur les causes, le constat de nos routes. Le chef de l'État a voulu que son mandat soit basé aussi sur des routes qui soient des vecteurs de développement. Mais dans notre pays, il y a un constat qui est fait, c'est qu'au niveau du ministère du tutelle, je vais parler du ministère des Travaux publics, le constat est que les marchés ne respectent pas les règles qu'il faut en matière de passation du marché, comment est-ce que les entreprises souscrivent et pour que le marché soit enfin attribué. Je vais prendre pour exemple le fonctionnement du fonds d'entretien routier. C'est un fonds quand même qui est renfloué par les cotisations de tous les usagers, y compris tout le monde. Donc, du coup, le décaissement au niveau de ce fonds d'entretien routier se fait de façon occulte. On a eu beaucoup de scandales à ce niveau. On a levé le lièvre, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'enquête. Je suis allé jusqu'à pousser le directeur, à l'époque, de la Direction nationale de l'entretien routier, qui travaille en synergie avec le fonds d'entretien routier. Donc, le directeur a reconnu à l'antenne que véritablement, il y a eu à l'époque la passation d'un marché dans des conditions assez floues. Et du coup, celui qui occupait à l'époque la tête du fonds d'entretien routier, oui, qui est devenu ministre. Donc du coup, au lieu d'approfondir les enquêtes, parce que nous, en tant que journalistes, nous essayons avec les conditions que nous connaissons dans notre pays, de frapper à des portes, d'avoir accès à des documents, parce que tout ce que nous disions à l'époque, il y avait des documents qui l'attestaient. Les marchés ont été passés de gré à gré et ensuite ça a été surfacturé. Mais on a laissé faire, le directeur a été promu au poste de ministre et les travaux ont été exécutés. Et l'autre constat, c'est aussi que quand vous prenez la voirie urbaine de Conakry, vous constatez que tout est fait à la va-vite parce qu'on a envie tout simplement de plaire au chef de l'État ou d'exécuter rapidement parce qu'on attend l'arrivée d'un officiel. C'est le cas de toutes les visites d'État qu'on a connues dans notre pays, l'arrivée du roi du Maroc, l'arrivée également de ces chefs d'État. Voilà, donc on fait tout pour colmater les brèches et du coup, on ne sait pas comment est-ce que le fonds d'entretien routier fonctionne. Bon, ça, c'est une problématique que vous soulevez. Alors, justement, M. Camara, il a été également évoqué par M. Ba une autre problématique, celle de l'évolution des travaux. Donc, effectivement, certains marchés sont en cours d'exécution, mais le problème, c'est l'évolution des travaux qui n'est pas assez rapide. Que dire de cela? Bon, à ce niveau, je pense qu'il y a le facteur social qui a aussi pesé, parce que sous ce régime, reconnaissons que l'opposition a manifesté pendant 22 fois, c'est-à-dire 22 manifestations sous ce régime-là, et donc ça n'a pas contribué à calmer les esprits, même si une manifestation n'est qu'un effet. Il fallait plutôt que les pouvoirs publics cessent de donner la priorité aux détails politiques pour justement s'attaquer aux différentes racines du mal. Ça allait éviter justement que la crise continue à être endémique à la Guinée. Maintenant, quand vous prenez les réalisations, la Guinée est l'un des rares États au niveau africain à consacrer, c'est-à-dire à transférer 32 compétences aux collectivités locales. Parce que la question de la décentralisation a été évoquée ici. Si on renvoie toute la gestion au sommet de l'État, l'État va s'essouffler. Et c'est pourquoi il faut que les 32 compétences et les 10 missions, que ceci-là soit appliqué. Mais quand les 32 compétences et les 10 missions, celles-ci sont transférées, il faut bien entendu transférer les moyens. Parce que c'est une chose que de transférer les compétences et une chose que de justement transférer les moyens. Maintenant, la question de l'évolution aussi est liée à quoi? Au facteur de la démagogie. Vous allez voir dans notre pays, l'administration ne doit pas battre campagne, par exemple. Vous voyez voir que des gens, il suffit simplement que quelqu'un prenne, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre justement son effigie ou simplement sa photo, après il met côte à côte au niveau d'un président de la République, l'impunité est consacrée. Alors qu'il faut bien entendu qu'il y ait c'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais prenez un exemple typique au niveau de l'Assemblée, parce que c'est très facile, par exemple, de pointer un doigt accusateur au niveau d'un président. Mais qu'en est-il du rôle de l'Assemblée? L'Assemblée, quand elle est mise en place, un mois qui suit après, elle doit mettre en place la Haute Cour de justice. Parce que parmi les 9 membres,
il y a 6 qui sont députés. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas. Parlons un peu de logements sociaux. M. Somparé, du parti au pouvoir, estimait qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a d'ailleurs 40 000 logements qui vont être bâtis, et certainement au cours du prochain mandat. Il y a des contrats qui ont été signés, mais que c'est Ebola qui avait freiné la dynamique de construction de logements sociaux. Je ne dis pas qu'Ebola n'a rien fait en termes d'impact. Ebola a eu des conséquences terribles sur l'économie nationale. Ça a déstructuré beaucoup ça a déstructuré un peu beaucoup des fondamentaux de notre économie nationale. Mais Ebola n'est pas aussi responsable de tout ce que nous avons vécu dans notre pays. Je sais qu'au niveau de la zone de Nongo, il y a là la construction de certains logements. Mais le chiffre avancé, je ne peux pas le vérifier parce que quand même, quand on parle de 40 000 logements, ça ne saute pas aux yeux, ça peut être palpable. Mais puisque c'est un projet, on aimerait savoir comment ça va se faire, comment est-ce que les contrats ont été passés. Et aussi, il faut s'attaquer à un autre problème en ce qui concerne les logements sociaux, c'est la difficulté que les citoyens ont d'avoir un logement à Conakry. Le cas de Conakry spécifiquement est assez grave. Quand vous avez besoin d'un logement décent, vous avez affaire à plusieurs personnes, notamment les démarcheurs. Et on a l'impression que le secteur n'est pas réglementé. Donc du coup, le prix du logement à Conakry, on ne peut pas vous dire, voilà, il y a une moyenne, il y a une sorte de plafond qu'il ne faut pas dépasser. Il n'y en a pas parce que chacun est libre en fonction de ses humeurs de placer le prix de son logement. Merci, M. Silla. Il reste peu de temps, donc on va essayer de prendre la réaction également de M. Camara. Alors il est vrai que M. Somparé déclarait que chaque ménage doit avoir un toit. M. Ba parlait plutôt de création d'une banque de l'habitat. Vous-même, vous souhaitiez évoquer la problématique des logements un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Tout part au niveau du cadre juridique. Il y a ce qu'on appelle les règles urbanistiques. Il y a des zones inconstructibles, parce que c'est une très bonne chose que je dis aux gens, bon, il y a des logements sociaux. Mais à Conakry, par exemple, il y a des règles qui ne sont pas du tout respectées. Quand vous prenez les zones inconstructibles qu'on appelle en droit de l'urbanisme, les zones non édificantes, pratiquement on repousse même la mer avec tout ce que cela comporte comme risque. Conséquence, quand il y a une sorte d'inondation, on crie par-ci, par-là pour demander au pouvoir public, venez-nous au secours, ainsi de suite. Je pense que les projets qui sont lancés présentement sont de bons projets pourvu que ça continue. Parce qu'il y a maintenant une sorte d'approche qui s'intègre au niveau de la Guinée, c'est-à-dire c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. La question de la contradiction entre une opposition qui s'oppose légalement et un gouvernement qui gouverne légalement ne peut être que profitable au niveau d'un citoyen. Parce qu'en Guinée, le mandat ad vitam aeternam est écarté maintenant. C'est une intangibilité constitutionnelle. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et full stop. Alors, en ce qui concerne le tourisme, M. Bourneau estimait qu'au niveau de son parti, il était important que les touristes qui vont arriver en Guinée, s'ils veulent consommer, il faut qu'ils consomment en devises locales et pas en devises étrangères pour favoriser l'évasion des capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas spécialisé en questions économiques, mais je pense que le chef de l'État lui-même, à un moment donné, il avait donné le temps sur l'utilisation du dollar dans le paiement, par exemple, des locations des différentes maisons. Il avait demandé à ce que le franc guinéen soit beaucoup plus utilisé. Je ne sais pas quelle est la politique mise en place au niveau de la Banque centrale pour permettre à ce que ces cambistes qui travaillent très souvent dans le secteur informel, que tout cela soit réglementé afin d'éviter qu'on utilise le dollar à la défaveur du franc guinéen. Mais je pense que ce serait bien pour notre économie que le franc guinéen soit mis en avant, soit valorisé, parce que c'est un franc qui est taxé d'être un franc glissant. Sa valeur laisse à désirer. Et justement, pour terminer, enfin, M. Bourneau également revenait sur le fait que un certain nombre d'hôtels ont été construits à Conakry, mais qu'encore faudrait-il que ces hôtels soient pleins, et pour cela, cela impliquait forcément qu'il y ait une sécurité accrue. Bien entendu, s'il n'y a pas de sécurité, d'abord juridique pour attirer les investisseurs, c'est peine perdue. Et deuxièmement, il faut contrôler aussi la qualité de ces constructions. Il faudrait justement permettre aux entreprises de construire, mais en tenant compte des meilleures techniques disponibles et à des coûts économiquement acceptables. Sinon, ça ne va pas être à la portée du pouvoir d'achat du Guinéen moyen. Merci M. Camara et merci M. Silla d'avoir accepté de participer à ce débriefing. Merci. Nous poursuivrons donc nos débats également en direct de Conakry. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Vous pouvez continuer à réagir à l'adresse guinée2015@africa24tv.com. Restez sur Africa 24.